Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation d'entreprise. Aujourd'hui, en collaboration avec le programme CIPEM de Prom, on reçoit des invités incroyables. C'est le 3e épisode qu'on fait avec le CIPEM. Pour un rappel, le CIPEM permet la réalisation de cahiers de charges technologiques, soit une analyse d'affaires qui priorise les projets de développement de technologie sur mesure. Je répète, sur mesure. Il permet aussi le financement de réalisation de projets technologiques, encore une fois, sur mesure. Ceci dans l'objectif d'améliorer la productivité. Ce programme s'adresse à toutes les entreprises manufacturières couvrant la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir en co-animation Ghislain Nadeau. Et aussi, notre invité, c'est parti pour un nouvel épisode, on a Marc Guérette de Robomatic qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais t'inviter toi-même à t'inviter aujourd'hui pour peut-être nous présenter, avant de présenter ton entreprise, toi-même. Oui. Qui es-tu, Marc Guérette? Qui je suis? Moi, donc, je suis papa de 2 enfants. Oh. Donc, c'est là qu'on voulait aller. Ouais, vas-y, continue. Donc, j'ai fondé une entreprise, mais tu veux que je parle un petit peu plus de moi. Donc, un petit peu mes valeurs. Ingénieur de production automatisée. Donc, travailler avec des robots, travailler avec des PLC, des systèmes informatiques, des MES, des SCADA et tout. Donc, oui. Good. Puis ton entreprise, c'est toi qui l'as fondée? Ça fait combien d'années? Ça fait 2 ans. 2 ans déjà? Oui, peux-tu nous expliquer un peu, surtout pour les gens, les auditeurs aujourd'hui, qu'est-ce que Robomatic fait dans l'industrie au Québec en ce moment? Bien, le but, là, c'est de redéfinir c'est quoi le statu quo dans l'entreprise. Donc, de travailler avec des personnes qui veulent innover, des entreprises qui veulent innover et qui ont une certaine vision de possiblement travailler avec possiblement pas d'opérateurs dans les usines, les lumières soient fermées, voire tamisées. OK. Ton organisation est tout le temps en télétravail ou c'est toujours sur place dans les entreprises? Comment les interventions se font? C'est moitié-moitié. C'est sûr qu'il y a du télétravail, puis il y a des interventions aussi, donc des ateliers avec les clients. On va faire du brainstorming, du Kaizen, analyser justement le plancher de production, comment ça fonctionne et tout. Donc, oui, moitié-moitié. Ghislain, là, on a une question qu'on se pose à rencontrer les intervenants, justement, qui réalisent des cahiers de charges pour le CIPEM et Prompt. Moi, j'ai une question. C'est quoi les enjeux que les organisations comme toi qui ont une expertise, qui sont dans le service, qui rencontrent dans le marché, puis c'est quoi les manufacturiers ont comme enjeux en ce moment, qui des fois peut-être pas ralenti ou les empêchent de regarder en avant d'un œil positif? Là? En fait, là, il y a beaucoup d'enjeux, c'est sûr. C'est, premièrement, monétaire. Il ne faut pas se le cacher. Il y a un côté monétaire des choses. Il y a la non-capacité de répondre à la demande. Donc, de leurs clients, ils vont perdre des clients. Ils ne savent pas où investir, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils devraient faire, de comment ils devraient le faire, de quelle façon ils devraient le faire, comment commencer. J'ai-tu besoin d'un robot? J'ai pas besoin d'un robot. Donc, oui. La réponse, c'est-tu toujours oui? Non. Non, justement. Puis, moi, j'aimerais ça poser la question à Ghislain. On a eu la chance aujourd'hui, c'est quand même le CIPEM et Prom qui a invité Marguerite avec la Chaise Bleue aujourd'hui d'avoir cette rencontre-là. Dans quel contexte le programme de Prom peut bénéficier d'une entreprise comme Robomatic ou à l'inverse, comment les clients de Robomatic peuvent bénéficier du programme de Prom et du CIPEM en ce moment là, dans l'industrie? Bien, l'équipe de marque Robomatic, dans le fond, font partie de l'équipe d'experts qualifiés. Là. Donc, on sait qu'on s'adresse à l'ensemble des manufacturiers. Donc, première à 3e transformation, c'est pas les mêmes enjeux. Si on parle d'agroalimentaire versus la transformation du métal, du plastique ou de la fabrication d'équipements, la logistique, la chaîne d'approvisionnement, il y a différents enjeux, il y a différents... Puis là, on parle toujours d'enjeux d'interopérabilité entre les systèmes. On parle de captation, validation de données ou encore d'amélioration du système en place. Bien, c'est là où l'expertise de nos experts, dont Marc, là, vont arriver sur place puis vont essayer de préciser l'ordonnance des projets. Lequel projet va avoir le plus de valeur pour moi? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est la combinaison de quelque chose qui existe? Puis du sur-mesure, parce que chaque usine est unique. Puis même une ligne de production dans la même usine n'est pas pareille à une à l'autre, puis ils n'utilisent pas les mêmes systèmes. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Là, c'est sûr que chaque ligne de production, chaque procédé, chaque produit est différent. Il y a vraiment une variabilité là, dans
dans toute la production. Donc, fait que c'est ce qui amène la complexité. Puis l'exercice qu'on essaie de faire avec le CIPEM, c'est de prendre un pas de recul, puis peut-être avec une aide financière, puis là, on investit une coupe de 1000 dans le fond pour une entreprise. On parlait la peur d'investir, c'est de se tromper puis de mettre de l'argent dans le vide, surtout quand on a différents autres enjeux. Mais on est mieux d'investir une coupe de 1000 $ plutôt que d'investir une coupe de centaines de mille, puis d'avoir une solution qui ne marche pas ou qui ne sera pas durable. Exact. Puis les gens dans ton industrie, excuse-moi, je t'ai coupé, là, dans ton industrie, là, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont réfractaires à faire un cahier de charge ou prendre un recul avant de se lancer dans un projet d'automatisation? Ou... Quand même. Ah oui, hein? Ah oui. Il y en a quand même encore beaucoup. Les arguments, t'entends, là, qui sont peut-être des symptômes, on pourrait dire? Le symptôme, c'est je vais aller voir un intégrateur, il va me dire qu'est-ce que j'ai besoin et puis je vais le faire. Simple de même. Ah, c'est simple comme ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des intégrateurs qui définitivement vont prendre le projet puis ils se lancent sans cahier de charge? On voit-tu encore 100 en 2000? Ah oui, hein? Justin, ça te surprend-tu? 90%. Ah oui, à ce point-là? Ben, c'est pour ça que lorsque j'ai fait l'analyse d'affaires du programme avec les parties prenantes, hein, on a des gens anciennement du CRIC qui sont Innovation Investissement Québec maintenant, les CEI, différents intégrateurs eux-mêmes qui disent, ben là, le problème, c'est que le client n'est pas content parce qu'on ne livre pas ce qu'on veut. Puis là, le client, il cherche un autre intégrateur, il nous demande, ben là, as-tu quelqu'un d'autre à me référer? Attends, là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est en place? Est-ce que tu as la maturité? Puis c'est là où c'est important. Puis dans 80% des dossiers d'implantation, on parle des REI aussi qui sont en robotique, en automatisation, on dit dans 80% des dossiers, il y a du sur-mesure à faire. Mais si tu ne le prévois pas au départ, les gens nous disent « je vais attendre d'avoir intégré, puis après ça, je verrai s'il y a du sur-mesure. » Ce qui se passe, c'est que là, ils ont chiffré leur retour sur investissement en disant je vais augmenter 20% mon gain de productivité, puis ils n'y arrivent pas. Ils se mettent en danger financier. Puis là, ils prennent ça où? Dans le fonds de roulement. C'est pas à ça que ça sert, le fonds de roulement. Non. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Là, c'est vraiment ça. Et puis, c'est... Je ne peux pas dire plus. Tu sais, je ne peux pas dire plus. Juste là, c'était convaincant. Là. Puis, tu sais, je regarde, là, ça fait longtemps, ça fait plus de 10 ans que tu es dans l'industrie de l'automatisation. Puis, tu sais, tantôt, j'écoutais ton parcours. Là, c'est sûr, moi, j'ai pas ce parcours-là en automatisation industrielle. Oui. Y a-t-il des choses qui ont vraiment changé dans les 3 dernières années, ou des nouvelles tendances? Il y a l'arrivée des objets connectés, il y a l'AI. Qu'est-ce qui t'impressionne ou qu'est-ce qui est nouveau pour toi? Puis tu te fais wow! C'est-tu l'accès à la technologie en termes de dollars? C'est-tu la complexité? Qu'est-ce qui a vraiment évolué peut-être positivement là, dans l'industrie? Je pense pas que c'est l'accès. Je pense que ça coûte de plus en plus cher. Ah oui. Donc les personnes qui attendaient pas. Ah ouais, il y a des 8% d'augmentation annuelle dans des robots, dans des systèmes informatiques ou dans n'importe quoi comme ça. Donc, attendez pas. Vraiment. Faites un choix maintenant. Une certaine nouvelle tendance, là, c'est vraiment de pouvoir faire du offline programming en anglais, qui est de la programmation, disons, robot hors ligne, qui n'est pas pendant que tu produis et que tu es aussi capable de simuler, tester ton code, ta cellule, et ton entièreté aussi, ton usine aussi qui est possible pour éviter de faire de mauvais choix. Puis c'est-tu ce qu'on appelle les jumeaux numériques là, qu'on entend parler? D'une certaine façon, oui, le jumeau numérique. Le jumeau numérique, là, c'est quand même assez plus loin en tant que tel, là, parce que tu viens vraiment, la bonne façon de le faire, c'est d'être interconnecté. Donc, tes systèmes informatiques connectés jusqu'à tes capteurs, directement, et puis qui remonte et qui fait la prévision, tu mets de l'intelligence artificielle, tu as des statistiques et tu es capable de commander qu'est-ce que tu devrais faire. Donc ça, c'est le jumeau numérique à sa optimum. Optimum, mais on commence pas là. Non, c'est ça. Je vais te poser une question, parce que tu m'amènes une chose. Tu me parlais de l'accessibilité, les gens font des shows, même si c'est subventionné pour aller voir des différents équipements. Il y a de plus en plus d'équipementiers. Il y en a des Québécois maintenant qui font des robots collaboratifs ou des robots Comptel. Tu vois ça souvent, les gens qui vont... Là, je vais grossir l'image. Là. Ils focalisent sur le robot, puis là, j'apprends un robot qui va à 100 km/h. C'est le fun, le robot, Puis là, ils disent, hey, là, ça marche. Puis là, en plus, je vais faire un projet là, pour le monter, cranker à 150 km/h. Toi, tu arrives là, puis tu dis, ouais, mais tu es à 20 après, puis tu es à 40 après. C'est-tu quelque chose que tu vois? Bien, c'est un trip technologique. Il ne faut pas tomber dans un trip technologique. C'est beau, c'est le fun, ça roule tout seul. Dans un show, ça va bien. C'est une zone de démonstration.
C'est un monde idéal. C'est un monde idéal. Environnement contrôlé, puis la personne qui a setupé là, le robot pendant le show, mais il a dormi là la nuit, et puis c'est ça. Non, c'est difficile. C'est difficile. Mais ma question, c'est souvent, ils focalisent sur une technologie, je veux voir l'ensemble, de voir le plan d'ensemble, puis d'avoir finalement un gain. C'est un peu ça, là, où... Oui, ou encore là, ils disent, oui, tu vas produire 100 caisses à l'heure ou telle quantité, et puis, mais tu ne sais pas, c'est quoi ton plan de ramp-up, comment tu fais pour te rendre à ça? Et est-ce que tu commences à 10? Ben, tu vas commencer à 10. Si le carton n'est pas là avant, ou s'il n'y a carton, personne pour... Il faut penser avant, il faut penser après, tout ça, les humains, l'interaction, l'approvisionnement. Donc, c'est tout ça, entre autres, qu'on est capable de simuler dans des jumeaux numériques. C'est drôle, je ne m'attendais pas à entendre le mot humain. Là, on parle de robot, puis je suis conscient, puis je fais par exprès pour le ramener, là, mais quand tu as dit le mot humain là, au sens large, c'est quoi les enjeux humains que tu vois? C'est-tu uniquement le cowboy, on fait n'importe quoi, on va vite, ça ne marche pas, ou il y a d'autres aspects de l'humain qui causent des enjeux de non-succès, on pourrait dire ça comme ça? Là? Ben, il y a des positionnements de capteurs, entre autres, c'est sûr. Il y a comment les systèmes sont programmés, comment sont interfacés, qu'est-ce qu'on a positionné à quel endroit et tout ça. Donc, oui. Côté... C'est l'expertise humaine, dans le fond, souvent, qui n'est pas dans le jeu, puis ça nuit, en fait. Oui, mais dès qu'on demande une intervention à un humain, il y a un risque d'erreur, c'est sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé, sélectionne qu'est-ce qui s'est passé, il peut y avoir des risques d'erreur. Donc là, si la machine demande à l'humain, donne-moi ce serait quoi ma prochaine étape, disons, c'est là que ça peut devenir problématique, effectivement. Il peut y avoir des erreurs. Tu sais, une entreprise, exemple, une PME manufacturière, là, je sais pas, moi, je vais dire 100 employés qui est alimentaire, tu sais, je pousse, là, je crée un scénario. Comment ça fonctionne quand il va vouloir faire un cahier de charge avec une organisation comme toi? C'est quoi le processus puis le délai qu'on peut... Je sais, là, ça doit être très différent d'une fois à l'autre, là, mais ça peut ressembler à quoi comme prise en charge d'un... Mettons, je me mets dans la peau d'un manufacturier, on sait qu'il n'y a jamais le temps, il y a tout le temps d'autres priorités, il y a tout le temps des enjeux, il court. Comment ça se passe, ça, cette prise en charge-là pour un cahier de charge? Le but de CIPEM du cahier de charge, c'est de regarder, focuser vraiment à un endroit précis. Là. On n'a pas l'enveloppe budgétaire pour aller regarder l'ensemble de toutes les opérations et tout. Donc, le client va nous recommander, moi, j'ai telle problématique à tel endroit. J'aimerais ça que tu puisses me rédiger un cahier de charge pour me définir c'est quoi la portée, c'est quoi les risques, ce serait quoi les retombées financières sur cet endroit-là précis. Donc, c'est un petit peu ça. La beauté de la chose, pour compléter ce que tu dis, c'est que normalement, les entreprises ils ont déjà fait un plan, ils ont déjà fait une analyse, puis ils ont déjà des comparables pour savoir où ils ont des retards par rapport à leurs compétiteurs ou par rapport à leur performance. On se compare toujours. Tu sais, ton banquier veut savoir tes comparatifs. Hein, il regarde pour te remettre du cash, mais es-tu efficient ou pas efficient? Là, on va avoir identifié des endroits où il y a des possibilités d'automatisation. Exemple, le CIPEM va soutenir jusqu'à 3 cahiers de charges parce qu'il y a 10 secteurs opérationnels. Donc, ça se peut qu'une ligne de production, c'est la première, mais quand tu vas arriver à la deuxième, mais si tu vas augmenter la productivité, tu es rendu à la deuxième, mais ça peut être un autre cahier de charges parce qu'il y a d'autres enjeux. Le cas d'usage, le flux de données n'est pas le même, les enjeux, les risques ne sont pas les mêmes. Donc, on va aller jusqu'à 3 cahiers de charges par entreprise pour essayer, sur un horizon de 0, 2 ans, 3 ans, d'avoir une bonne idée où on s'en va. Puis en termes de délai, on est comme rendu à notre 3e entrevue avec le CIPEM Prom et les acteurs des cahiers de charges. On n'a pas posé la question encore, ça peut être quoi un délai? C'est un délai de 2 semaines, 1 mois, 1 an? Je vais aller pour, mettons, un assemblage de gâteaux, n'importe quoi, avec un convoyeur, puis, mettons, c'est juste, on appelle ça de l'assemblage, même si c'est du crémage sur un gâteau, exemple. Mais un cahier de charge, c'est pas besoin d'être précis, mais ça peut ressembler à quoi en termes d'effort et de temps? En termes d'effort et de temps, c'est quand même assez rapide, mais côté CIPEM en tant que tel, donc quand même assez rapide, ça peut être fait 1 mois, c'est quelque chose qui est fait, donc avec des échanges et tout, ça peut être 2 mois. Y a-t-il un maximum avec le programme que le manufacturier doit respecter? Ou... Dans le fond, là, le premier enjeu, c'est combien ça va te prendre de temps avant d'avoir une réponse pour avoir un go.
Hein, parce que l'entreprise dit, moi, je remplis un document, je reçois une offre de service, j'ai sélectionné un des experts qui est dans la liste, dont Marc. Marc lui envoie une offre de service. Ouais. Le client, lui, il met ça dans le formulaire, il nous confirme que c'est fait. Donc, on a des systèmes pour ça, là, puis tout reste confidentiel. Ouais. À partir de là, normalement, dans la littérature qu'on a mis, le guide, c'est qu'on accepte en l'intérieur de 30 jours, mais en général, en dedans de 48 heures, on lui a envoyé son OK. OK, wow. Puis on laisse un délai de 120 jours à réaliser, puis on avise l'expert et le client, parce que des fois, le client, il est pris dans d'autres choses, puis il a reçu le courriel, puis il a oublié d'aviser l'expert, fait qu'il perd du temps, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que si le client veut être à l'aise, puis là, il y a une date de tombée, il faut commander nos cahiers de charges, il faut autoriser les dépenses avant le 30 juin cette année, 2024. Donc, si j'ai une idée de faire 3 projets, ben, c'est d'y aller le plus rapidement possible pour réserver ces argents-là pour faire ses cahiers de charges dans son entreprise qui doit être livrés au plus tard au 30 septembre 2024. Fait que ça nous donne une période de temps intéressante, mais c'est très rapide pour un offre parce que normalement, on sait, bon, on l'entend, là, l'expérience client avec les demandes d'aide financière, c'est des mois et c'est des compliqués. Donc, on essaie de faire ça très rapide. Le formulaire est très simple, hein, c'est la description de l'entreprise, c'est quoi le projet, son expert, puis on répond assez rapidement. Puis les experts, ben, ils ont déjà standardisé la portée à livrer. Fait que c'est très, très rapide. Quelqu'un qui veut savoir où il s'en va, puis après ça, budgéter pour après ça, avoir un projet à réaliser. Là, tu sais, je suis curieux. Je parle de transfert numérique. Souvent, quand tu présentes un plan numérique à un client, dans peut-être 75% des cas, il va y avoir une deuxième étape où il va vouloir mettre en place que les investissements sont beaucoup plus minimum, là, pas minimum, mais moins élevés, on va dire ça. Dans le domaine de la robotisation ou de l'automatisation, là, c'est ben, c'est très convergent, là. C'est quoi le pourcentage peut-être d'expérience? Je sais que c'est pas une statistique venue d'une école avec un docteur de méthodologie complète, là, mais c'est quoi le taux de conversion d'un cahier de charge ou d'un... Puis, tu sais, vas-y au sens large, cahier de charge, dépend aussi de ce que vous avez fait dans le passé, mais il y a combien de projets qui peuvent se réaliser, exemple, sur 10 cahiers de charge ou 10 analyses préliminaires? As-tu un... Il y en a qui vont déterminer que ça vaut juste pas la peine de le faire. Donc, ceux-là, ils ne se feront pas. Il y en a qui vont dire qu'on devrait faire tel ou tel truc à la place. Donc, mais je pense que 100% des cas, il y a quelque chose qui... Il y a un plan d'action après. Il y a un certain plan d'action, il y a un certain suivi aussi par la suite. Encore, c'est sûr, là, une certaine forme d'arrêt, c'est le temps que les personnes ont à consacrer à innover dans leur entreprise, qui sont beaucoup dans l'opérationnel et puis qui ne parviennent pas à réaliser un petit peu. Moi, mon expérience que j'ai vécue là, dans des projets, c'est même pas ma machinerie, c'est pas mes investissements, c'est les clients qui ont investi dans de l'automatisation puis qui ont quand même mis, pas un bras, là, mais du cautionnement assez élevé là, par rapport à leur entreprise. Puis, dans la part des cas, pas le cahier de charge, mais le début du mandat, la mi-mandat puis la fin du mandat, l'organisation, l'orchestration des différents acteurs, il y a une évolution majeure de la gestion de projet. Oui. Est-ce qu'une organisation comme toi fait la mise en œuvre aussi après avec les clients pour les accompagner ou tu sous-traites complètement le mandat? Je suis très curieux, mais j'imagine que les gens qui écoutent aussi sont curieux de l'entendre. Oui, exact. Donc, c'est sûr que je ne fais pas la partie intégration en tant que telle. Donc, l'achat des équipements, pouvoir installer dans un atelier, faire des tests en atelier, faire toute la conception au complet. Donc, c'est pas un service qu'on fait, justement. C'est vraiment au début et pendant, mais côté gestion de projet aussi, pour être capable de s'assurer que l'intégrateur respecte les normes, les règlements en place et que les délais, les budgets et les options cachées soient accordées ou pas. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'à l'aide du cahier de charge, je vais être capable d'analyser les angles morts, de les illustrer. Le client va dire « Parfait, je fais un go. J'ai été capable de trouver les différents partenaires d'affaires qui me permettent de réaliser. » Puis toi, ben, tu peux offrir le service, même dans les projets qu'on finance là, au niveau de la développement technologique. Ben, ça prend quelqu'un, des fois, dit « Moi, je ne connais pas ça. Ben, je peux-tu engager mon expert de cahier de charge pour faire un peu je n'appellerais pas ça le chien de garde, là, mais c'est pour piloter parce que souvent, ben là, tant qu'à y être, on pourrait rajouter ce bouton-là. Ben là, tant qu'à y être, on pourrait. Mais là, on sort du projet, puis on sort ça coûte plus cher, puis on n'a pas nécessairement plus de retour. C'est là où c'est important d'avoir quelqu'un qui est neutre, qui est indépendant, qui va être capable de faire le suivi du début, de l'idéation, puis de la problématique, puis de la voir dans le temps, parce que l'entreprise, tu le dis, n'a pas le temps, puis il n'est pas spécialisé. Hein? Ça fait que... Exact. Puis même les intégrateurs, c'est ce qu'ils recherchent, d'être capable d'avoir un projet qui est défini, qui ne sera pas casse-cou et qui va être rentable aussi pour l'entreprise.
parce que ça ne donne pas un bon nom aux entreprises ou aux intégrateurs qui font ces machines-là. Puis, dans l'industrie, présentement, il y a quand même, les gens sont à côté, je pense. L'expression à côté voulant dire que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se débloquent là, dans l'automatisation. Est-ce que ça arrive qu'il y a un délai énorme entre l'idéation du cahier de charge puis la capacité à un intégrateur de venir intégrer ton projet que le client a décidé d'acheter, là, les délais de robots, les délais d'installation, ça arrive-tu que le projet ne se fait pas à cause qu'il n'y a pas de disponibilité dans le marché ou... C'est une question très large. Non, ça n'arrive pas qu'il n'y ait pas de disponibilité. Par contre, c'est sûr que la chaîne d'approvisionnement de tout ce qui était semi-conducteur, ça a été très difficile et puis ça a pris beaucoup de temps à être capable de rattraper tout ce retard-là. On avait des délais de livraison de 12 mois. Maintenant, on est rendu à 2-3 mois. C'est quand même pas pire. Ça, c'est accéléré. Là. Oui. Parce qu'il y a encore des véhicules qui se livrent en automobile qui manquent des capteurs, hein? des sièges chauffants, des affaires. Mais dans l'automatisation, la production, là, ça s'est rapetissé dans le fond, ce délai-là. C'est ce que tu nous dis. Ça s'est rapetissé. OK, c'est bien. Oui. Puis, là, j'ai une question complètement à côté. Justin, si tu avais une question en lien avec ce qu'on vient de dire, vas-y. Là. Je vais parler de chaîne d'approvisionnement, là, mais avant la pandémie, là, toutes les entreprises, sans nommer des noms, là, mais je pense à des Impact, sans nommer de nom, on va le nommer pareil, Impact Packaging à Joliette, ils font beaucoup des emballeuses de carton et tout ça. Je ne sais pas si vous les connaissez. Quand la pandémie est arrivée, puis Dominique, propriétaire, ne me chicanera pas d'en parler, il a manqué d'une pièce. Il fallait qu'il finisse ses projets, puis là, les pièces n'arrivaient pas, puis ça l'a mis à risque, pas seulement lui, mais un écosystème complet. Est-ce que... Puis peut-être que tu ne pourras pas répondre, dis-moi là, mais est-ce que le manufacturier intégrateur en automatisation actuellement au Québec, c'est recentré vers de l'approvisionnement local ou on ne le sent pas plus? Tu sais, Investissement Québec pousse en plus là-dessus présentement. Là. Y a-tu... Il y a très peu d'approvisionnement local ici. Oui, très peu. Il y en a quelques-uns en frais de pièces ou de composantes, mais ce n'est pas nécessairement fabriqué ici non plus. Donc, il se passe beaucoup des composantes électroniques ou des robots. Oui, il y a une compagnie ici qui fabrique des robots, mais ils s'approvisionnent ailleurs. Donc, Fait qu'on est encore dépendant de la chaîne d'approvisionnement dans cette industrie-là 100%, énorme. 100%. Puis on est-tu encore pris dans ce qui est arrivé avec le canal de Suez, la pandémie de ça, ou là, on est comme dans on est après, puis c'est revenu, 2 mois. Mieux. Ça a l'air mieux, mais il y a encore des enjeux. C'est difficile. Puis, des composantes comme un contacteur de sécurité, 8 mois de livraison, ça l'arrivait l'année dernière. On n'est plus là, mais c'était très long. Ça veut dire plus vite tu te mets en marche, plus vite ça va arriver. Mais là, il y a les contextes géopolitiques aussi qui sont énormes avec les pressions, on va dire, la guerre. Là, j'aime pas ça parce que ça vieillit mal des fois des podcasts quand on parle de ce qui se passe dans la géopolitique en ce moment. Mais ça a un impact, j'imagine, aussi sur les livraisons de projets en ce moment, là, de ce qui se passe dans le monde. Absolument. Moi, ce que j'entends de ce que je fais un wrap-up de ce que tu viens de dire, c'est que dans le fond, puis là, il y a aussi le contexte des financements, là, parce qu'il y a des périodes. Là, les gens me disent, je suis en janvier puis je vais faire un projet, puis on sait que nos gouvernements qui nous aident, ils marchent sur des enveloppes de 1er avril au 31 mars. Fait que si tu arrives en janvier, février, mars, ça se peut qu'il n'y ait plus d'argent disponible, puis tu retardes. Fait que souvent, moi, ce que je dis aux gens, si vous voulez faire un projet, pour septembre, il faut commencer là. Il faut se prendre d'avance. Fait que c'est à même titre que l'aide financière, mais au même titre que des pièces à commander ou l'ordonnance des équipements se fait d'une certaine période parce que oui, il faut commander des items, mais il faut aussi que le staff qui a les compétences soit libre. Ça, c'est un autre enjeu. Puis on parlait d'humain, l'humain, la disponibilité des compétences, puis aussi la gestion du changement parce que les gens qui sont dans l'usine, moi, il faut que je les forme aussi à la nouvelle technologie. Fait que si ça, c'est pas prévu, on retarde notre retour. Est-ce que c'est des choses que tu vois qui sont des fois mal planifiées? C'est que oui, effectivement. On a tendance à dire, OK, je donne le PO, donc j'ai ça demain. Non, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans, ça dépend de la complexité. Donc, les intégrateurs, ils ont une certaine quantité de projets présentement à livrer, sont déjà bookés. Donc, on ne commence pas un projet dès qu'on a le PO, côté intégrateur. C'est pas comme ça, présentement, ça fonctionne. Donc, oui, il y a un certain délai, puis même avant ça, vraiment d'analyser c'était quoi ton budget, as-tu des retombées économiques, est-ce que tu augmentes ton efficacité, est-ce que tu as de l'argent, prévoir ça dans ton CAPEX, demander ton financement, c'est long.
Il y a des étapes. Puis, tu sais, quand tu faisais le pont avec l'agroalimentaire où les produits sont périmables très vite ou dans le béton, là, avec la péremption, là, dans la technologie, on sait que la technologie évolue aux 3 mois. Il y a cet aspect-là. Mais le livrable, l'implantation, tout ça, fait qu'il faut pas. C'est ça où ce que l'entrepreneur, lui, n'a pas cette réalité-là. Il est dans sa réalité de manufacturier avec des délais X. Puis là, on le sort de ses chaussures, puis on l'amène dans une autre réalité. Ça, c'est un défi que tu as à tous les jours quand tu travailles avec eux. Effectivement. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est des projets qui sont sur mesure. Sont 100% sur mesure. Et puis, quand c'est sur mesure, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a des essais, des erreurs, on teste. Donc, oui. Intéressant. Tu sais, je vais faire un pont avec. Je t'ai vu sourire quand elle dit que des fois, les programmes ferment d'avance avant le 31 mars. C'est que tu t'es fait prendre comme plusieurs entreprises de services où tout est un peu à l'eau, là, tu sais, pour un pause. En pause. En pause. Ouais, tu sais, puis le but, c'est de continuer, comme tu as dit, puis se préparer, là. Je vais retirer ce que j'ai dit. Puis, d'un autre côté, je serais curieux de t'entendre si on avait la chance, puis tu peux prendre le temps de te reculer, là, te reposer avant que je te pose la question, mais si tu avais la chance de poser une question au ministre de l'Économie, tu sais, puis de l'Innovation, environnement, tu sais, c'est quoi la question que tu aimerais y poser, peut-être? En as-tu une en tête? Tu gagnes du temps, vraiment, gorgée d'eau, c'est parfait. Bien, c'est sûr, accélérer le délai de traitement. C'est très long, le délai de traitement présentement. C'est pour ça que les programmes de prompt accélèrent les choses, c'est super bon. Les délais qu'on avait, là, disons, avec des programmes SR, c'est un super bon programme, mais si ça prend 6 mois avant d'être approuvé, il n'y aura pas de projet. On va penser à d'autres choses, puis on va tomber dans l'opérationnel, puis on n'innovera pas. Ben, puis je vais même me rattraper ce que j'ai dit tantôt, c'est que les programmes sont bons, définitivement. Les projets n'ont pas des clients, mais c'est de ne pas créer cette attente-là. Je pense que la transparence, comme tu as dit tantôt, si on le communique, dire, essaie pas de demander un projet en février, là, parce que c'est pas les bonnes dates. Je pense que c'est ça. Puis il y a aussi un autre enjeu qu'on a vécu une couple d'années, j'espère pas vivre cette année, l'année prochaine, c'est quand il y a des changements de contexte politique, là, une réélection d'un nouveau parti ou quoi que ce soit. Là, tout d'un coup, les programmes recommencent aussi à bouger beaucoup au ministère. C'est un enjeu, mais ça ne devrait pas être le principal driver, on va dire, excusez le terme en anglais, là, mais d'un projet. Là, si le CAPEX est là, puis le retour est là. Puis en plus, je vais ajouter qu'est-ce que tu dis, là, c'est que pour parler à des instances fédérales avec qui on communique, ils ont fait l'analyse des aides financières dans l'ensemble des provinces. Le Québec est celui qui est le plus généreux et le plus outillé, malgré les délais. Là. Si on regarde nos voisins ontariens de l'Ontario, qui est souvent le comparable de notre gouvernement actuel sur la profitabilité, on sait qu'on est 7 piastres de l'heure à peu près, non moins compétitif. Le gouvernement provincial n'a aucune aide. Ils sont uniquement avec les aides fédérales. Donc, on a cette chance-là, mais il faut bien l'utiliser. Puis, ces aides-là, là, c'est toutes nos taxes, autant comme manufacturier que comme monsieur, madame, tout le monde. Donc, il faut, des fois, il y a un certain délai. Oui, des délais sont longs, mais des fois, il vaut mieux faire une petite analyse puis s'assurer qu'on n'a pas oublié un angle mort du projet puis se mettre en difficulté comme entreprise, même si on a des aides financières de titres non remboursables, pour ne pas utiliser le terme subvention, ou des prêts aussi, parce qu'il faut les rembourser. Donc, il y a ça aussi, mais c'est garder un équilibre entre la reddition de compte puis la faisabilité. Là, c'est là où il est l'enjeu. Puis ça, je veux dire, vous, comme organisation, vous le vivez aussi. Là. Nous autres, on voit juste la partie offre de service, aide contribuable, facturation et tout ça, mais en arrière, il y a tout qu'un monde aussi peut-être qu'on est moins conscient, toi et moi, dans cette industrie-là. Hey, j'ai une question. T'es-tu un sportif, un joueur de hockey, vélo, tennis ou... Golf. Tu es un joueur de golf? Golf. Puis tu joues à chaque année golf? Pêche. C'est pas un sport, mais pêche, oui. Fait que là, si Carl Fugère nous écoute du RAI, il va dire « J'espère que tu vas être au tournoi de golf cette année si t'es en automatisation. » On va jouer au golf, moi, toi et Ghislain, puis on finit par trouver une baguette magique à terre. Puis moi, Ghislain, on est trop généreux, on t'adonne. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans ton entreprise? Tu as le droit à un vœu, là. Qu'est-ce que Robomatic va faire dans les prochains 2 ans, 3 ans? Où on amène ça, cette entreprise-là? C'est vraiment travailler avec des personnes puis des entreprises qui veulent innover, qui veulent aller plus loin et qui n'ont pas peur de repousser les limites. Le statu quo, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable d'arrêter. Donc, c'est vraiment pouvoir aider ces entreprises-là. Puis, est-ce que tu vois une croissance ou vous voulez être une équipe peut-être plus petite, mais avec une expertise avec peut-être
C'est quoi le lifestyle de cette entreprise-là dans le futur? Es-tu déterminé ou tu peux dire passe aussi, Benoît, ça pas de tes affaires? Non, c'est effectivement, là, c'est sûr que je vois une croissance dans l'entreprise parce que je vois que c'est vraiment un très grand besoin dans les entreprises manufacturières, entre autres du Québec ou les entrepôts. Donc, c'est une expertise qui, à mon avis, présentement n'existe pas côté automatisation robotique. Donc, oui, je vois une très grande croissance. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que moi et Ghislain on te pose qu'on t'a pas posée aujourd'hui? Que tu aurais aimé répondre? Il me semble que vous l'avez échappé, les gars. Elle n'est pas venue, cette question-là. Vous n'avez pas nécessairement posé côté tendance en tant que telle, ou juste un petit peu. Là. Ouais, je vais te la poser d'abord. OK, vas-y, pose. On l'avait en plus dans les questions qu'on t'a envoyées. Je m'étais préparé. Bon, hey, les gars. OK, let's go. OK, mais d'abord, avec tout ce qui se passe, les nouvelles technologies, c'est quoi les tendances que tu vois dans le marché qui sont arrivées dernièrement que c'est soit à ne pas manquer ou au contraire, peut-être toucher avec des gants ou un bâton pour l'instant? Ou, ben vas-y, c'est quoi les tendances que tu vois, toi, comme expert en automatisation? C'est sûr que côté vision machine, Ouais. c'est une forte tendance présentement qui est de plus en plus facile. Je vais dire n'importe qui peut programmer, mais je ne vais pas dire ça. Donc, mais c'est de plus en plus facile. Même faire du machine learning, même faire du AI, c'est à la portée de beaucoup de personnes avec une certaine connaissance, bien entendu, mais c'est pas aussi difficile que ça. Donc, ça, c'en est un. Et puis, mais c'est sûr, tout ce qui est sans fil là, dans les communications, là, dans les usines, est vraiment remonter l'information. C'est vraiment de plus en plus tendance en tant que telle. Analyser les données, prévoir les données. Côté efficacité. Donc, un petit peu tout ça. C'est sûr, tout ce qui est robot mobile, c'est vraiment très, très, très tendance présentement parce qu'une des grandes problématiques des entreprises présentement, c'est le transport. Et on ne fait pas de valeur ajoutée énormément. Tu parles interdépartement, intermachine. Ouais. C'est ça, interdépartement, intermachine. On passe notre temps à transporter. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée. Oui, puis entre autres, là, ce qu'on appelle des caristes, là, on envoie à des postes. Là, un cariste dans une usine frigorifiée, là, dans une section frigorifiée alimentaire, il n'y a plus personne qui veut faire ça. Là. Donc, on veut développer des AMR ou des AVG qui sont autonomes. Il y a une forte tendance là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis comment aller chercher ces données-là pour être optimum? Parce que là-dedans, il faut que tu fasses la rotation des produits aussi. Fait qu'il faut que tu aies la donnée en temps réel. Exact. Ce qui est fou, là, c'est que là, on est en 2024. Ça veut dire en 2009, moi, je travaillais en Bretagne dans une usine de Bonduel. Là. Il y avait déjà des AVG qui se déplaçaient partout dans l'usine. Il n'y avait pas de conducteur. Ça fait 15 ans. Là. Puis là, présentement, sans nommer de nom au Québec, je t'ai visité des usines alimentaires. On n'est même pas encore à réfléchir à ça. Là. Je ne sais pas, en avez-vous vu au Québec des AVG beaucoup dans l'industrie, à part si j'enlève les Amazon puis les gros joueurs, n'avez-vous vu un peu? Ou? C'est sûr que tu en enlevais pas mal. Oui, mais mettons, il y en a. Oui, il y en a. C'est accessible pour une PME qui a un chiffre d'affaires en bas de 100 millions. T'sais. Oui, 100%. Ouais. Ben oui. 100 millions, absolument. Charger, décharger les docks automatisés, de charger, décharger les produits, puis de valider avec la vision, valider si c'est les bons contenus qu'on a reçus. Là. C'est des fortes tendances, ça accélère le flow, mais il faut que les gens les voient. Les entrepreneurs, puis c'est ça qu'on vous invite, là, puis c'est ce qu'on veut faire avec dans les prochaines, de participer à des activités, est-ce que vous allez pouvoir voir des projets. Là, ça, c'est un des objectifs là, du CIPEM, de vous emmener voir des projets. Souvent, c'est la disponibilité de ta machine. Tu auras une disponibilité de ta machine qui est, disons, 60%. Mais qu'est-ce que tu fais de 40%? Ben, j'attends les pièces, j'attends mon transport. Et là, tu perds plusieurs millions de dollars parce que tu attends. Puis il ne roule pas la nuit, il ne roule pas aux pauses, il ne roule pas. Puis exactement. Peut-être les frais d'entretien sur le lift aussi, le cariste là, sur le véhicule. D'où dans ton introduction, quand tu parlais de travailler soit en basse lumière ou même lumière fermée. Là, c'est un des objectifs d'atteindre. Donc, d'aller chercher les points d'optimisation, en automatisant certaines actions
qui pourrait être faite par, il y en a qui disent, l'expression, si c'est capable d'être fait avec une mitaine de neige pleine, un robot pourrait le faire. Là. Souvent, on n'a pas. C'est d'y aller avec des mesures simples, puis des projets simples, puis de les accumuler un air de l'autre dans le bon ordonnance. C'est ce que je comprends. Mais comment tu as dit ça? T'as dit, si, mettons, je prends une mitaine, mettons... Une mitaine à neige, là, tu pas pas de gants. Là. Ouais. Si tu es capable de le faire, ça veut dire que le robot va le faire. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est drôle parce que ce que tu dis là, plus dans l'industrie du plastique dernièrement, la personne parlait beaucoup de calculer le TRG, puis on a une entreprise qui nous a amené là, puis on regardait les jobs, là, c'était prendre un casting, le mettre dans une presse, prendre le casting sur la presse, le donner à l'autre, l'autre le prend, met un deuxième assemblée, donne à l'autre, l'autre le wrap. Là, je fais, OK, c'est toutes des tâches genre, qui s'automatisent de A à Z. Puis là, c'était 3 lignes de 6 personnes. Moi, je ne suis pas un gars d'automatisation, mais si tu étais cette journée-là proche de nous, je t'aurais dit, viens les rencontrer, mais on a délégué d'autres gens. Mais l'important, c'est que l'écosystème se bâtit aussi. Là. Exact. T'es-tu un ça, grand... c'est du machine tending. T'es-tu un grand lecteur? Non. Ou tu consommes-tu des podcasts ou des conférenciers ou tu vas-tu dans des événements un peu? Ou... Je vais dans des événements, mais côté lecteur, non, pas de temps. Ouais. Y a-tu un conférencier dans la dernière année ou derniers 3 ans que tu as vu qui t'a influencé au Québec ou même à l'international que tu aimerais conseiller? On demande ça à tout le monde. Des fois, on aime ça avoir des références puis de s'éduquer à travers les autres. Là. Oui, je dirais, dans le fond, mais tu l'aimes ou tu l'aimes pas, là, cette personne-là. C'est vraiment, mais bon, c'est Elon Musk. OK. Donc, lui, il a dit dans le futur, il n'y a plus personne qui va travailler. Là, tu arrêtes ça là, puis là, tu te mets à réfléchir. OK, où est-ce que ça peut t'emmener? Puis pourquoi? C'est ça le but, dans le fond, de mon entreprise. C'est drôle que tu dis ça parce que la semaine passée, j'étais en vacances, puis j'ai amené le livre d'Elon Musk. Ça fait longtemps que je me l'étais fait donner, puis je trouvais ça un peu, pas quétaine, mais tu sais, je me disais, on me semble, ce livre-là, tout le monde doit. Puis moi, je ne savais pas, Sud-Africain, il est venu étudier à Montréal, finalement, ça n'a pas marché, il est allé étudier au Canada. Il y a vraiment comme un parcours assez incroyable. Je ne savais pas que le Canada faisait partie de. Tu sais, sa famille. C'est un Asperger. Solide, hein? Ouais, mais ici, c'est des gens qui pensent en dehors de la boîte. Ouais, puis c'est là où ils lancent cette idée-là. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce que l'humain est là pour réfléchir puis traiter des choses qui demandent une réflexion plutôt que de faire des choses simples? C'est ça, son fond. Exact. Puis, mets ça dans un atelier avec un client, tu écris ça sur le tableau. Là, on pense, là, OK, on est ailleurs, on n'est plus... Oublie les barrières, oublie ce que tu pensais. Là, on réfléchit, on est créatif. Qu'est-ce qu'on peut faire puis comment on peut le faire? Donc, c'est là que c'est le fun. Je vais te donner un point. Si tu veux faire un atelier avec un client comme ça, là, j'ai déjà fait ça. Tu dis, OK, votre staff, tu as 25 employés dans ton usine là, qui font de la manutention. Ils ont gagné le 6,49 à 60 millions puis ils ne rentrent pas demain. Tu fais quoi? Toutes des compagnies aériennes. Tu sais, là, ça n'arrivera pas. OK. C'est quoi les probabilités? Une chance sur 14 millions. Mais si ça arrive, tu fais quoi? C'est là qu'on démarre des discussions. Ben là, peut-être que je pourrais penser. Tu sais, des fois, ça prend un choc un petit peu là, pour un électrochoc. Mais je pense, oui, il faut démarrer avec un choc pour avoir une certaine philosophie d'innovation. Démarrer avec un choc de qu'est-ce qui se passe présentement, puis où est-ce qu'on veut aller dans le futur. Si les gens veulent te rejoindre, puis ils aimeraient savoir un cahier de charge en termes d'automatisation, est-ce qu'ils passent par le CIPEM, ils te contactent directement à toi ou ça n'a aucun impact, les deux? Comment on fait pour que les gens vous rejoignent? C'est directement sur le site du CIPEM ou... Comment? Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon. Okay. Le CIPEM, nous, on va qualifier la maturité de l'entreprise. Si elle a besoin d'accompagnement préalable puis que c'est dans l'automatisation, on peut référer directement à Marc. Dans d'autres cas, ça va être pour des cahiers de charge. Donc, ils vont regarder dans la liste de cahiers de charge. Puis comme j'expliquais le cahier de charge, il y a 3 enjeux. Fait que il y a des experts qui couvrent un enjeu, les 3 enjeux, un autre enjeu. Il y en a un autre qui va être, ça s'appelle du secteur aussi de la province. C'est pas tout le monde qui va aller à Chibougamau. Là. Il y a une question de réalité de transport. Il y a aussi le secteur manufacturier. On n'a pas tous d'expertise en agroalimentaire ou en transformation du bois ou dans une mine. On s'entend. Là. C'est pour ça qu'on a essayé de créer. Mais pour répondre à ta question, le site,
qui est là, mais je pense que si vous tapez gestion robomatique, vous allez trouver assez rapidement. On peut toujours transférer les informations. De toute façon, le rôle de Prompt aussi, c'est de travailler avec l'ensemble du milieu. Donc, on réfère les expertises que nous, on n'a pas, autant au niveau des aides financières que des expertises, parce qu'on fait le maillage. C'est quand même, chez Prompt, là, c'est 4500 organisations qui gravitent, qui ont utilisé les services de Prompt. On n'a pas de frais de membership. Et c'est 10 000 technologues. Wow. Donc, on met ces gens-là en réseau pour faire de l'innovation. Puis là, après ça, ils disent « Hey, en passant, j'aurais besoin de sous. As-tu les aides? » Là, on peut dire « Oui, voici le processus. » Tu sais quoi, mon rêve, pas mon rêve, l'objectif que je te donne, Marc, c'est que j'aimerais ça là, que dans la prochaine année, c'est pas obligé de prendre 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être 3 mois. J'aimerais ça qu'on se rassoie avec Ghislain, avec toi, avec quelqu'un qui a réalisé un cahier de charge avec toi. Qui nous parle de c'est quoi ces réalisations. Tu sais, je pensais m'en aller là, finalement, c'est exactement là que je vais, ou au contraire, je m'en vais à droite, ou voici les enjeux, voici l'opportunité. Tu sais, on amène du concret, parce que là, les gens, ils écoutent ça, et ils disent « Ouais, mais automatisé, je n'ai pas besoin de ça, ou je ne suis pas rendu là. » Puis souvent, les gens voient la dépense et non l'investissement puis le retour. Tu sais. Je pense que plus on va être capable d'amener du concret, puis je pense que c'est l'objectif que se donne Prompt avec le CIPEM, mais plus ça va être facile pour les gens de les faire bouger, plus on va devenir compétitif comme nation. Peux-tu dire nation? Je le dois. Hein? Comme nation, mais en passant aucunement politique comme commentaire. Là. Mais ça serait une invitation, Marc, que je t'enverrais, puis ça serait le fun que tu lèves la main, puis on va prendre le temps de s'asseoir avec toi. Puis tu sais, c'est le fun d'avoir des clients qui veulent vivre l'expérience du podcast aussi. Sinon, je te remercie d'être venu avec nous autres. C'est vraiment un plaisir. Nous autres, on se revoit aussi. Est-ce qu'il y a un événement avant l'Abitibi qu'on devrait revoir le podcast à Chaise Bleue avec le CIPEM Prompt, ou on se voit en tout cas au mois de juin? On va se croiser. Il y a le salon naturel de Rouen, là, dans lequel on est là. Prompt va être aussi au salon de Drummondville. On va peut-être se croiser. Il y a différentes activités qui s'en viennent aussi là, prochainement. Mais si vous allez sur notre site web, on a une équipe de com qui tient les événements et qui sont bons. En plus, ils s'occupent de... Puis si vous n'êtes pas sûr, contactez-nous. On va faire un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Justin. Je te souhaite une belle journée.